suis prêt. Alexandre Trivouze, où êtes-vous né? Je suis né en Russie en 1906 à Saint-Pétersbourg. Que faisait votre père et comment s'appelait-il? Mon père s'appelait Salomon Trivouze. Il était médecin militaire et il avait le grade de colonel. Et votre mère, comment s'appelait-elle? Ma mère s'appelait Dora Dobasarsky. Elle s'est mariée avec mon père, je ne sais pas exactement vers quelle année, probablement vers 1902 ou peut-être 3. Et ils se sont installés à Saint-Pétersbourg après la guerre russo-japonaise. Vous aviez des frères et sœurs? J'ai eu 3 sœurs. Les 2 sont mortes et une qui est toujours vivante. Votre mère avait une profession? Ma mère n'exerçait pas son métier parce que mon père étant militaire, ma mère n'avait pas le droit de s'exposer en public. Elle donnait des concerts, elle était pianiste, elle était premier prix de conservatoire et elle était élève d'une dame qui s'appelait Yesipova et qui était la pianiste la plus célèbre de l'époque. Alors comment s'organisait un petit peu, quels étaient les prénoms de vos frères et sœurs? Comment s'appelaient-ils? Alors ma sœur aînée s'appelait Sylvie. Ma deuxième sœur s'appelait Anna. Et ma troisième sœur s'appelait Yeva. Et vous étiez situés où? Vous étiez l'aîné, le cadet? Nous étions tous nés à Saint-Pétersbourg. Ils étaient plus vieux que vous, moins, plus jeunes? Ah non, Sylvie était la sœur aînée, ma sœur aînée, elle était aînée de nous 4. Ensuite c'était moi, et puis après la sœur qui s'appelait Anna, et puis l'autre Eva, c'était plus jeune que moi. Donc votre père était médecin militaire? Oui. Et comment vivait votre famille? Vous avez beaucoup voyagé? Non, j'étais enfant avant la guerre de 14. D'ailleurs, je ne me souviens pas beaucoup de mon père, parce que quand la guerre a éclaté, j'étais tout petit. La guerre de 14, moi j'avais, à cette époque-là, j'étais enfant, quoi. Et je ne me souviens pas beaucoup de mon père, mais ma mère m'a beaucoup parlé de lui, et puis je sais que c'était un homme qui était souvent sollicité du fait de sa position sociale, car c'était un notable juif parmi la population non juive, et avec son aide, beaucoup des juifs qui habitaient à l'est de la Russie, ça veut dire du côté de la Pologne, et qui étaient restreints dans leurs droits, ils pouvaient faire des études, ça veut dire habiter dans les grandes villes universitaires russes pour continuer à faire des études ou un commerce ou n'importe quoi. Avec une carte de visite de mon père, on pouvait tout faire. Votre père avait une grande notoriété? Non, enfin c'était un notable. Mon père n'était pas religieux, il n'était pas pieux. Notre famille était complètement assimilée, mais il a gardé toutes les traditions juives auxquelles il tenait beaucoup. Vous dites que vous n'avez que peu de souvenirs de votre père. Il est donc mort quand vous étiez très jeune. Votre père est mort quand vous étiez très jeune? Oui, en 14, au début de la guerre de 14, à la bataille de Tannenberg. C'est la bataille qui a eu lieu entre les Russes et les Allemands, tout à fait au début de la guerre, quand les Russes ont pénétré en Prusse orientale. Il y avait 2 armées russes
qui sont rentrés le premier jour de la guerre en Prusse orientale. Alors les Allemands les ont attirés dans les, je crois, dans les forêts. Et puis Hindenburg, qui était à cette époque-là général et qui commandait les troupes allemandes, a battu séparément d'abord une armée qui était commandée par le général Samsonov, où était mon père, et l'autre armée qui était commandée par le général Rennenkampf. Et Guillaume II l'a nommé maréchal à ce moment-là. Et quels sont les souvenirs que vous avez de votre père? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père, parce que mon père était un homme occupé, et puis il menait une vie assez mondaine. Il était membre du Yacht Club français, ce qui était très honorifique à l'époque. Il y avait beaucoup de Russes qui voulaient rentrer dans le Yacht Club qui n'ont pas été reçus. Mon père était un homme cultivé. Je sais qu'il faisait de la poésie en latin, parce qu'à l'époque, on n'apprenait pas les langues étrangères comme nous l'apprenons maintenant, mais on apprenait le grec et le latin. Et probablement, il avait beaucoup de mémoire. Et peut-être j'ai hérité un tout petit peu de mon père sur ce plan-là. Alors à sa mort, comment s'est organisée la vie de la famille? Qu'a fait votre maman? À cette époque-là, les familles bourgeoises n'avaient pas le même sens de famille qui existe maintenant. C'est-à-dire que ma mère avait des domestiques, mon père avait 2 ordonnances dues à son grade, ma mère avait ma vieille nounou là, qui a élevé les 4 enfants de ma mère, et donc moi y compris, que j'aimais beaucoup. Il y avait une femme de chambre en plus, il y avait une cuisinière, il y avait être cuisinière, je ne peux pas vous le dire, mais il y avait 6 ou 7, ma mère avait une domesticité nombreuse. Qu'elle a pu conserver à la mort de votre père? La mort de mon père n'a pas changé le rythme de la vie de notre famille, sauf que ma mère était en deuil, et puis ça nous a restreint un plan matériel, mais jusqu'à la Révolution, ma mère touchait une pension du gouvernement en tant que veuve de guerre. Ma mère touchait une pension du gouvernement en tant que veuve de guerre, et nous n'étions privés de rien parce que mon père avait touché pas mal d'argent, mais à l'époque, un jour j'ai demandé à maman qu'est-ce qui touchait mon père, alors elle a dit que mon père touchait 420 roubles par mois. 420 roubles avec les roubles de l'époque, c'était des roubles or. À 3 francs, je crois, 50, ça faisait une somme assez importante. Et puis la domesticité ne coûtait rien en Russie. C'était très répandu. Vous aviez vos grands-parents? Non, il n'y a que ma grand-mère, du côté de ma mère, que j'ai connue. Les autres grands-parents, je ne les ai jamais vus et jamais connus. Ils sont morts, mes 2 grands-pères sont morts en 1905. Et puis la grand-mère, la mère de mon père est née à peu près dans la même époque, donc je ne les ai pas connus. Mais j'ai été sur la tombe de mon grand-père paternel, qui venait souvent en Europe pour se reposer un peu, probablement. Et il est mort à San Remo. Il a été enterré à Gênes, parce qu'à San Remo, il n'y avait pas de cimetière juif. Et je savais juste son prénom, il s'appelait Abraham Tribus, et puis je connaissais l'année où il est mort, 1905. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ de retrouver les registres concernant mon grand-père, parce qu'il était dans les registres des Juifs et ils étaient séparés. Et puis finalement, les Italiens ont bien compris et puis ils m'ont donné un vieux rabbin, bossu, qui parlait italien et puis un tout petit peu le français. Il m'a emmené avec ma femme
Il nous a amenés au cimetière juif de San Camposanto. Et puis j'ai vu là-bas la tombe de mon grand-père qui était un peu fissurée par les années. Et votre grand-mère maternelle vivait avec vous dans la même ville que vous? Non, ma grand-mère maternelle était une grande dame, c'était une propriétaire terrienne, elle avait une vigne qu'elle a héritée de ses grands-parents, son grand-père plutôt, qui était soldat de Nicolas Ier et qui a reçu ça du gouvernement russe au moment où les Russes ont essayé de peupler le Crimée, qui était auparavant peuplé par les Turcs, par les Tartares, qui étaient chassés d'ailleurs. Et vous aviez de nombreux rapports avec votre grand-mère? Elle a joué un rôle important dans votre vie? J'ai adoré ma grand-mère. Il y a deux personnes que j'ai adorées, ma nounou et ma grand-mère. Et à cette époque-là, ma mère venait juste nous voir pour nous embrasser avant qu'on allait se coucher. Et puis elle ne s'occupait pas des enfants. C'était pas, dans la famille bourgeoise, ce n'était pas convenable que la mère s'occupe directement de l'éducation des enfants. J'avais une gouvernante allemande, ma soeur avait une gouvernante française. Et notre éducation était faite non pas par les parents directement, mais par des tierces personnes. Alors quels étaient vos rapports avec votre grand-mère et avec votre nounou? Eh bien, c'était des relations très affectives. Moi, j'aimais beaucoup ma nounou parce que ma nounou était extrêmement gentille avec nous. C'est elle qui a élevé tous mes soeurs. Et elle était très fidèle à notre famille. Elle était en adoration devant mon père. Et puis, elle aimait beaucoup ma mère aussi. Et je l'ai quittée pour toujours. Je ne l'ai plus jamais revue en 1920, quand j'ai quitté la Russie. Alors quels sont vos premiers souvenirs d'enfance les plus marquants? Ah, les souvenirs de mon enfance, si vous voulez. Le plus marquant, c'est la révolution de 1917. Je constate avec regret d'ailleurs que tout ce que les gens racontent à ces sujets-là, c'est absolument faux. Parce que j'ai suivi cette révolution dès le début jusqu'à la fin. J'ai été élève au lycée russe, qui se trouvait, disons, à 600 mètres ou 700 mètres de notre maison. Et puis j'allais toujours à pied pour aller à l'école. Et quand un jour je suis sorti pour aller au lycée, et j'ai vu des attroupements devant les boulangeries. C'était des femmes qui discutaient, qui disputaient, et puis devant chaque boulangerie, il y avait un agent de police qui discutait avec les bonnes femmes. Et puis je suis allé au lycée, et puis chez nous à cette époque-là, les enfants, d'ailleurs toujours, en Russie, les enfants travaillaient seulement une demi-journée, on nous laissait partir à 1 heure. Et quand je suis sorti pour rentrer à la maison, moi j'ai vu les mêmes boulangeries avec les mêmes bonnes femmes qui étaient en train de casser les vitres dans la boulangerie et qui volaient le pain. Alors le lendemain, je ne suis pas allé à l'école parce que ça tirait un peu par-ci par-là. C'était des Cosaques qui étaient appelés au secours du gouvernement impérial. Mais ces Cosaques n'étaient pas très chauds tirer sur le peuple, donc ils faisaient bonne mine plutôt qu'autre chose. Et alors ça s'est amplifié de plus en plus parce que la foule n'a pas été contenue par les militaires, alors ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai vu, moi, en tant que gosse, c'est comme ça que j'ai vu la révolution russe. Il y avait tout ce que je vous raconte,
C'est la stricte vérité. Et tout ce qui est raconté dans le bouquin, c'est absolument faux. Ce n'était pas un mouvement intellectuel qui a été préparé de longue date et tout ça. C'est pas vrai. C'est arrivé, la révolution russe est arrivée pour moi. Du fait que la misère des gens pendant la guerre, il n'y avait plus rien à manger, plus rien à boire, il n'y avait pas de vodka, il n'y avait plus de pain, alors les gens se sont révoltés. C'est comme ça que la révolution russe a commencé, mais ensuite c'est autre chose. Et ensuite, alors qu'est-ce que vous avez vu? Ensuite, ce que j'ai vu, ensuite je me suis caché parce que ça tirait de tous les côtés, et ma mère nous a mis dans un coin de l'appartement où les balles ne pouvaient pas pénétrer. Et puis le lendemain, c'était fini, le tsar est abdiqué, et tout le monde s'est baladé dans les rues avec un pavillon rouge, et c'était terminé. Et puis c'était la première révolution russe qui était une révolution bourgeoise. Il y a eu un gouvernement russe qui était présidé par le prince Lvov, et qui avait des opinions genre radico-socialiste en France, quoi. Peut-être un peu plus à droite, mais enfin, c'était un type libéral, très libéral. Et ils sont restés au pouvoir peu de temps, parce qu'il y a eu la révolution d'octobre. Il les a chassés, c'était la révolution communiste. Et notre famille, à ce moment-là, avant la révolution d'octobre, je pense que nous sommes partis, je ne me souviens plus exactement, au mois de septembre. Ma grand-mère, qui était une femme de tête, oui c'est ça, ma grand-mère qui était une femme de tête, elle a loué tout un wagon pour toute la famille. Comme les hommes étaient à la guerre, mais ma grand-mère avait donc deux fils et deux filles. Alors tous les descendants et toutes ses filles et puis ses belles-filles, nous sommes tous partis dans ce wagon-là de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à ce moment-là Petrograd. On était allé à Kerch, dans la propriété de ma grand-mère. À cette époque-là, le train a roulé 3 jours et 3 nuits, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de charbon, et il s'arrêtait un peu partout. Et on est arrivé donc en Crimée, que c'était à cette époque-là un pays de cocagne, parce que ma grand-mère, avec la propriété qu'elle avait beaucoup de possibilités, surtout le plan là. Et puis moi je suis rentré au lycée de Kerch, et puis ma soeur est rentrée également au lycée de jeunes filles. Et nous avons vécu pendant la guerre civile jusqu'en 1920 chez ma grand-mère. Alors avec vos yeux d'enfant, qu'est-ce que vous avez vu de cette révolution? Avec mes yeux d'enfant? Eh bien, moi, je n'avais pas d'opinion à ce moment-là. Mais je vous signale que ma famille n'était pas des grands révolutionnaires. C'était plutôt des gens de droite. Donc, le tsar était pour eux une certaine stabilité. Enfin, je ne cherche pas à développer mes idées, mais contrairement à ce que les gens pensent, il y avait en Russie, à cette époque-là, ça veut dire avant la guerre de 14, il y avait des familles juives qui avaient des situations brillantes, même extraordinaires. Et ce n'était pas des révolutionnaires. Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux? Quelle scène avez-vous vue de vos yeux? De mes yeux? Bon, vous savez, à cette époque-là, j'étais enfant, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vois? Je vous parlais avant la guerre ou après la guerre? Au moment de la Révolution. Au moment de la Révolution, j'ai vu un officier de police qui était tué dans les conditions dégueulasses. Hein. Il a été tué et on lui a accroché un hareng salé dans les narines. Il était par terre et il y avait des gens à côté qui le regardaient et qui ne faisaient rien pour l'enterrer. Moi j'ai passé avec mon nounou
Hein. Et puis j'ai vu ça, je connaissais ces bonhommes-là parce que quand j'allais avec mon nounou et avec ma soeur dans le jardin public qu'on a fréquenté, là, il était toujours sur notre chemin et puis il me saluait. Et ça m'a fait du chagrin. Mais vous avez assisté à certaines scènes avec les Cosaques. Oui. C'était au moment quand l'armée soviétique a battu l'armée blanche, parce que nous étions dans la zone d'occupation de l'armée blanche, j'ai vu un régiment de Cosaques qui partait en exil. Et comme il n'y avait pas de place pour leurs chevaux, ils ne voulaient pas laisser ces chevaux aux communistes. Alors ils tiraient un coup de fusil dans les oreilles du cheval, et puis avant de le tuer, ils l'embrassaient sur le museau. Alors ça m'a très impressionné, et j'ai vu des montagnes de cadavres de chevaux. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir, ne pas rester avec les communistes parce que on ne veut même pas leur laisser les chevaux, alors c'est pas bon pour les hommes d'y rester également. Alors je suis allé à la maison, je vis là-bas ma nounou, parce que ma grand-mère avec mes soeurs et puis mes cousins, mes cousines étaient en villégiature à Yalta. Et je lui ai dit qu'il faut partir. Alors elle m'a dit qu'elle est trop vieille pour partir, qu'elle est née dans ce pays, qu'elle aime, et elle voudrait mourir sur la terre russe. Alors elle m'a embrassé, et puis elle m'a béni, et puis je suis allé dans le Vieux-Port, et là je suis monté. Il y avait beaucoup de bateaux qui étaient envoyés par à peu près tous les pays du monde, japonais y compris, pour sauver les bourgeois. Et l'armée blanche d'ailleurs, parce que à cette époque-là, les blancs et les rouges ne se faisaient pas de prisonniers. Alors, je suis monté sur le passerelle. Il y avait une sentinelle là-bas qui m'a demandé qu'est-ce que je fais ici. Je lui ai dit que je veux m'en aller parce que je ne veux pas rester avec les communistes. Alors elle m'a dit tu fais bien, elle m'a tapé sur l'épaule et puis elle m'a laissé rentrer. Vous aviez donc 11 ans à ce moment-là? Comment? Vous aviez 11 ans à ce moment-là? J'avais 11 ans et demi. 11 ans et demi. Et alors, moi je suis resté sur ce bateau pendant 3 jours, j'ai rien bu, rien mangé. Et il y avait une vieille dame là qui m'a donné un verre de lait à boire. C'est tout ce que j'ai eu. Et puis on est arrivé à Constantinople. Et là-bas, les militaires étaient internés à Chypre, qui était occupé par les Alliés à cette époque-là, et à Gallipoli. Et les civils étaient envoyés par l'intermédiaire de la Croix-Rouge dans les différents endroits de Constantinople. Alors moi, je suis resté sous la protection de la Croix-Rouge tout à fait au début. Et j'ai touché 20 piastres par jour. C'était beaucoup d'argent. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à m'amuser un peu. J'allais tous les jours à la foire, genre la foire de Trône. Et puis je tirais la carabine, je faisais des choses innocentes au fond, mais enfin des choses qui ne sortent de l'ordinaire. Tout au moins pour quelqu'un qui a reçu une éducation bourgeoise, comme c'était mon cas. Mais vous étiez tout jeune et vous étiez tout seul là-bas. J'étais tout seul. Et comment il y avait 10 000 enfants comme moi. C'était des sans-abri, des gosses sans-abri. Vous savez, c'était une catastrophe. Pas à l'échelle russe, c'était une catastrophe. Les gens, tout le monde foutait le camp. Moi, j'ai vécu l'invasion de la France par les Allemands, mais c'était rien par rapport à ce que j'ai vu à cette époque-là. Là, c'était vraiment la fin du monde. Il fallait tout faire pour partir, il ne fallait pas rester, parce que effectivement, à cette époque-là, c'était le communisme militaire
On tuait les gens pour rien. Quelqu'un qui portait un chapeau melon, on le tuait parce que c'était un bourgeois. Quelqu'un qui portait une cravate était bon à tuer parce que c'était un bourgeois. Voilà, dans ces circonstances-là, je suis monté, je suis parti. Donc vous êtes resté combien de temps à Constantinople et qu'est-ce qui s'est passé Bon, je ne d'autre? suis pas resté longtemps. Je suis resté peut-être 5-6 mois, quelque chose comme ça. Et puis un jour, j'étais à la foire. Cette foire s'appelait la foire Taksim. C'était dans la partie européenne de Constantinople, Opéra. Et j'ai été en train de tirer à la carabine. Et il y a un type qui m'a touché l'épaule. Et puis il m'a demandé si j'ai pas honte. Alors je lui ai dit qu'est-ce que ça peut vous faire. J'étais très mal poli. Et puis j'ai continué à tirer. Quand j'ai fini, je me suis retourné. J'ai vu un officier de marine russe, marine marchande, qui m'a demandé la même chose. Et puis j'ai changé un peu, enfin j'ai changé complètement parce que j'aimais beaucoup les marins. Et j'ai toujours voulu être, non pas toujours, quand j'étais petit, j'ai voulu être indien. Et puis après, j'ai voulu être cocher de fiacre, parce que chez nous, les cochers de fiacre portaient les chapeaux melons, pas le chapeau de haute forme, très joli, c'était très impressionnant. Et puis après, j'ai voulu être marin, alors c'était l'époque de la marine, là. Il m'a proposé de travailler comme mousse sur le bateau. Je lui ai dit que je ne sais rien faire. Alors il m'a dit, bah, on ne vous demande pas de savoir faire quoi que ce soit. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire quand même? Il a dit, vous allez nettoyer le pont, vous allez laver le pont le matin, et puis vous allez astiquer les machines, les parties en bronze, les machines. C'est tout ce que vous avez à faire, et quand on arrive dans le port, vous allez faire manœuvrer la grue. À cette époque-là, c'était des grues à vapeur. La grue pour charger et décharger les marchandises. Alors, les quartiers maîtres qui commandaient l'opération était un gentil garçon. Il était toujours très chic avec moi, mais enfin, il était un peu filou comme tous les matelots. Alors, quand c'était la marchandise intéressante, comme les bouteilles de vin de Samos ou les sacs avec du tabac turc, alors il me faisait de l'œil. Alors à ce moment-là, j'ai tourné la manivelle très vite et la corde s'est cassée, la marchandise tombait par terre et le capitaine venait pour constater l'accident. Donc il n'y avait pas de perdant parce que l'armateur qui a transporté la marchandise touchait l'assurance. La marchandise était distribuée parmi les matelots. Et si c'était le bons alcools, le capitaine prenait de l'alcool pour lui. Et tout le monde était content. Donc vous avez joué les mousses pendant combien de temps? Eh bien, j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et demi. Et comment se passait votre vie à bord du bateau avec les autres matelots? Vous étiez tout jeune par rapport aux autres. Je garde le meilleur souvenir, le plus tendre et le plus, comment dirais-je, le plus sympathique de cette période-là, parce que je ne foutais rien au fond. Hein. Puis, comme j'étais petit et puis j'étais gentil, les matelots m'aimaient bien, le capitaine aussi d'ailleurs. Et alors, quand le bateau, c'était un bateau à voilier, et qui avait un petit moteur diesel et qui marchait en cas où il n'y avait pas de vent. Alors, moi, je faisais rien, je pêchais de poissons. Et je pêchais par plaisir de pêcher, et puis je distribuais les poissons à tout le monde. Et on faisait la soupe de poisson. Je faisais rien. Vous étiez un peu leur mascotte. J'ai été la mascotte. Donc on peut dire que vous étiez un petit peu leur mascotte. Comment ça se manifestait? Je vois ce que vous voulez dire, mais ce que je vous ai dit n'est pas avouable en grand public. Enfin, j'ai vu des choses qu'on ne devrait pas voir, compte tenu de mon âge. Donc c'était la belle vie. En fait, pendant 1 an et demi, ça a été assez la belle vie pour vous.
Bah écoutez, j'ai vu des choses amusantes, j'ai vu des choses dégueulasses aussi, mais comme chose amusante, j'ai vu par exemple la course des ânes en reculant. C'est que c'est assez spectaculaire, avec un pari mutuel. J'ai vu le combat des scorpions, c'est très meurtrier. Bon, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, on prend deux scorpions, on les sépare, et on les prive de la nourriture pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, ils sont affamés, et puis on les met ensemble sous la même cloche. Et puis le plus fort bouffe tue le plus faible, et puis ensuite il devient le champion des scorpions. Alors surtout ça, je crois que c'est un jeu anglais. Après 7 années et demie, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, que j'ai, enfin la belle vie que j'avais sur le bateau s'est terminée plutôt mal pour moi, parce qu'il fallait que je puisse naviguer avec une carte d'identité de marin, et pour avoir cette carte d'identité, il fallait que le consul russe de Constantinople m'élève des livres. Alors je suis allé, quand on s'est arrêté à Constantinople un jour, je suis arrivé au consulat russe, et puis j'ai demandé qu'on me donne la carte d'identité de marin. Alors le type, le consul, était très chic avec moi d'ailleurs. C'est à cause de lui que j'ai changé ma vie, parce que j'aurais pu rester matelot jusqu'à la fin de ma vie, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs du tout. Ce sont des gens heureux, les matelots. Alors, je lui dis ce que vous savez déjà sur le plan familial. Alors, il m'a demandé donc qu'est-ce qui est devenu mon père, ma mère. Je ne savais pas ce qui est devenu ma mère parce que ma mère n'avait pas. J'étais séparé par l'avance de l'armée communiste. Et puis elle est partie non pas de Kerch, mais elle est partie de Sébastopol. Et moi, je lui dis que je ne le sais pas. Alors à ce moment-là, elle m'a dit, écoutez, je peut-être peux vous la trouver, parce qu'à ce moment-là, tous les consulats russes étaient le lieu de rassemblement de tous les renseignements sur tous les gens qui se cherchaient. Alors, il a trouvé ma mère et ma grand-mère et mon oncle à Paris. Alors il m'a dit qu'il ne peut pas me laisser partir comme ça, parce que je suis mineur, et il faut que je rentre en France. Et comme je lui dis, je protestais, je lui dis que je ne veux rien savoir, je veux rentrer sur mon bateau. Alors il m'a bouclé. Et il y avait deux Cosaques là qui m'ont emmené dans un endroit qui était fermé avec des grilles, où je suis resté pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, le consul m'a fait venir. Et puis, il m'a dit qu'il est rentré en relation avec le consul de France. Mais comme je suis apatride, puisque la Russie soviétique n'était pas... Je n'étais pas citoyen soviétique, et puis de toute manière, le Soviet n'était pas reconnu à ce moment-là par les grandes puissances. Donc, nous étions couverts par la Société de Nations. On avait un passeport nancéen. Alors, il m'a dit qu'il ne peut pas me lâcher et qu'il faut que je reste ici tant que je n'ai pas le visa pour rentrer en France avec ma famille, pour voir ma famille. Alors, j'ai protesté. Alors, il m'a dit, écoutez, j'ai une solution pour vous. Et si vous voulez l'accepter, je vais vous relâcher. Je dis, quoi donc? Alors, il m'a dit, voilà, il y a en Bulgarie, il y a des lycées russes qui étaient formés par les prétendus militaires russes, qui étaient évacués à l'étranger au moment où les Russes sont arrivés. Et la Bulgarie et la Yougoslavie ont donné de l'argent pour que ces lycées puissent fonctionner. Et c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé en Bulgarie, à Choumen. Et c'était un type correct, un type bien, parce que pour que je ne fiche pas le camp, les deux Cosaques m'ont accompagné jusqu'à la frontière.
Donc vous arrivez en Bulgarie et comment se passait la vie dans un lycée de ce genre? Oh, bah, et, vous savez, j'étais très heureux, remarquez, j'étais heureux partout. Peut-être parce que je ne suis pas très difficile, mais enfin, j'étais là-bas dans un lycée extraordinaire. C'était un lycée où la plupart des professeurs étaient des gens qui étaient profs dans les Britanniques militaires. Et il y en a beaucoup qui étaient des officiers supérieurs dans l'armée impériale et qui ont passé par l'état-major. Et pour vous citer les cas, j'avais un professeur de mathématiques qui était chef de l'état-major de l'artillerie. C'est un type instruit, cultivé, et qui faisait bien son métier. Et remarquez, j'étais toujours fort en maths. Ce qui a prédéterminé ma vie à propos. Mais les professeurs étaient extrêmement gentils et je garde un souvenir ému de la période où j'ai vécu en Bulgarie. Il y avait essentiellement des élèves russes, il y avait quelques juifs. Il y avait 5 ou 6 juifs, oui, mais on ne faisait absolument aucune différence et nous avons vécu tous comme des frères. Sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, moi personnellement, je n'avais pas de difficulté parce que j'ai été toujours entouré des Russes. Et puis j'ai bien sûr que j'avais mon père avait des relations avec les Juifs aussi, mais la plupart de ses amis, c'était des Russes. Donc apparemment, jusqu'alors, vous n'aviez jamais souffert de l'antisémitisme. Jamais. Et vous étiez quand même encore très jeune, votre famille ne vous manquait pas, vous étiez déjà très indépendant. Ben, je crois que je n'avais pas beaucoup de sens de famille parce que je n'étais pas élevé par ma mère ni par mon père. Et vos sœurs ne vous manquaient pas? Non. Non, j'étais indépendant, j'étais très heureux. J'étais aussi heureux qu'un homme peut être heureux, tout au moins, parce que je n'avais aucun problème. Je n'avais pas de problème d'argent. Je n'avais pas de problème de domicile, j'ai mangé à ma faim, je n'étais rien, j'ai pêché le poisson, je sortais. Je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi. On a voulu me marier. C'était à Varna. Le bateau est arrivé en Bulgarie à Varna, et puis c'était le jour de Yom Kippour. Et j'ai demandé au capitaine de me laisser partir à la synagogue. Alors, je suis allé, il m'a dit que je dois revenir au plus tard le lendemain matin. Alors, j'ai été à la synagogue, c'était une synagogue de séfarades qui parlaient, donc entre eux, ils parlaient bulgare et ils parlaient latino. Alors, le latino, je ne le connais pas, quoique je fais beaucoup de latin, mais le bulgare, je le comprenais parce que le bulgare, c'est la langue slave qui ressemble le plus au russe. Alors, ils se sont disputés pour m'avoir pour manger quand l'office était terminé. Et puis finalement, on m'a emmené chez un riche marchand de tissus qui avait 6 filles. Alors, on m'a mis à la place d'honneur à côté du père. Et puis finalement, il a commencé à discuter avec moi. Il a voulu me marier avec une de ses filles. Alors je dis que je vais réfléchir et puis aussitôt que j'ai pu, j'ai foutu le camp, je suis rentré sur mon bateau. Alors pour en revenir à votre lycée militaire, vous avez fini vos études dans ce lycée? Pardon? Pour en revenir à la période où vous étiez dans le lycée militaire, oui. Vous avez passé votre bachot dans ce lycée? Oui, j'ai passé le bachot russe d'après le programme du ministère de l'instruction publique impériale avant la guerre de 14. Alors, j'ai eu des professeurs absolument remarquables et tout ce que je connais sur le plan de la culture générale, et surtout le plan d'ailleurs, j'ai puisé ça là-bas. Parce que, peut-être parce que j'ai un peu de mémoire, mais enfin, vraiment, j'ai appris énormément de choses que je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre par la suite, étant donné que quand je suis venu en France, j'étais un peu handicapé parce que je parlais un peu le français, mais pas beaucoup. Et d'autre part, j'ai fait des études scientifiques.
Et donc, sur le plan de culture générale, c'est zéro. Donc vous êtes venu en France tout de suite après le lycée. Vous êtes venu en France tout de suite après le lycée bulgare. Non, parce que je suis parti à Sofia et j'ai attendu les visas, mais le visa est arrivé tout de suite. Et puis de Sofia, je suis allé à Paris où était ma mère. Vous aviez décidé de venir à Paris pour retrouver votre famille ou pour d'autres raisons? Je n'ai pas décidé du tout, on a décidé pour moi. Ça se passait comme ça, mais enfin, je suis rentré, c'est normal, je suis rentré dans ma famille. Et puis, ma mère, à cette époque-là, n'était pas bien riche, mais enfin, elle avait encore un peu d'argent, comme tous les réfugiés russes. On vendait les derniers diamants. Alors, je suis tombé à peu près dans cette époque-là, parce que par la suite, ma mère a commencé à travailler. Elle jouait le piano dans les cinémas, à l'époque du cinéma muet. Et ça s'appelait un tapeur. Elle faisait le métier de tapeur, et puis après, elle donnait les sons de musique. Enfin, je suis rentré chez maman, et puis, bon, je n'étais pas très présentable, parce que je crachais sur le tapis, j'avais l'habitude de fumer, et puis je faisais des choses qui choquaient le monde bourgeois, quoi. Alors on a décidé de m'envoyer dans un lycée, comme ça, pour me dresser un peu. C'est pour ça que je suis parti au lycée de Nantes. Alors je suis resté 2 ans au lycée de Nantes. J'ai fait maths sup et maths spé. Au début, c'était un peu difficile parce que les programmes... J'ai fait le bachelor russe qui est plutôt littéraire que scientifique. Mais comme j'étais fort en maths, j'ai vite rattrapé. Au bout de 3 mois, j'étais comme tout le monde. Alors, le bachelor russe, c'est le philo, le bachelor philo, mais avec un peu plus de maths que pour le bachelor philo, pour le bac philo. Mais je n'avais pas le niveau de mes camarades qui ont fait maths LM. Mais je vais très vite rattrapé. Et après, vous avez continué vos études? Oui, j'ai fait 2 années là-bas, et puis après 2 années, j'ai passé le concours pour entrer à Nancy. Et j'ai fait l'Institut électrotechnique de Nancy jusqu'à 1930, ouais, 31. Et puis là, j'ai commencé à travailler, mais j'étais étranger. Et ça tombait un peu mal parce que c'était une époque de récession générale, comme maintenant, même pire. Et tout était arrêté. J'ai eu de la chance, grâce à quelques relations que je peux avoir, d'une manière assez paradoxale d'ailleurs. J'ai pu rentrer chez Ducretet, Ducretet Machine Parlante. Je ne connaissais rien d'ailleurs dans la TSF, mais enfin, c'était pas très difficile. Et puis, j'ai fait une demande de naturalisation en 1931 avec maman et mes 2 sœurs, et nous étions naturalisés tout de suite. Et alors, quel type de poste vous aviez dans votre profession? Eh bien, écoutez, quand j'ai travaillé chez Ducretet, j'ai travaillé dans le laboratoire et je faisais le dépannage des postes de radio. Et puis à cette époque-là, c'était tout à fait le début des postes à lampe, les postes secteurs, parce qu'avant cette date-là, on faisait que des postes à galène qui n'avaient pas une forte puissance. Et c'est la première fois qu'en France on faisait ça, c'est Ducretet qui faisait ça, et puis Philips le faisait en Hollande. Et les gens ne connaissaient absolument pas ce poste. Et c'était pas très compliqué, mais enfin il fallait connaître quelques lois de base d'électricité, comme la loi d'Ohm et la loi de Kirchhoff, que je connaissais par cœur. Alors entre 1932 et 1939, comment ça se passe pour vous? Je me suis marié en 1937 avec ma femme ici présente, et qui exerçait le coupable métier de chirurgien dentiste à la Courneuve.
Et puis je me suis embourgeoisé. Donc vous avez vécu toute la période de pré-guerre. Comment avez-vous vécu cette période? Après-guerre? De l'avant-guerre. Juste les 2-3 années qui ont précédé la guerre. L'avant-guerre, quand j'ai fait 2 ans de service militaire, compte tenu de mon âge, parce que j'étais sursitaire. Et puis quand je suis revenu, l'usine était fermée, c'était le chômage général. Tout ce qui était technique, ça n'existait plus. Il n'y avait que le service commercial qui continuait à marcher. Je crois que, si je ne me trompe pas, Ducretet avait quelque chose comme 150 ou 200 000 postes à vendre et il n'y avait pas de clients. Donc ils ont arrêté toute la fabrication et tout le monde était foutu à la porte. Sauf moi, parce qu'il y avait une loi comme quoi ceux qui reviennent du service militaire, l'employeur devait les réembaucher. Alors ils m'ont réembauché pour 3 mois. Au bout de 3 mois, ils m'ont foutu dehors comme tout le monde. L'histoire se répète. Et c'était une époque où la France entière était arrêtée. Mais c'était peut-être moins grave que maintenant, parce qu'à cette époque-là, l'ouvrier français était d'origine paysanne. C'est les fils de paysans qui sont venus travailler dans les villes. Et donc, quand ils n'avaient plus de travail, ils sont rentrés chez eux dans leur famille et ils ont commencé à travailler la terre. Mais c'était un temps très dur. Vous vous sentiez bien intégré? Vous savez, c'est une question difficile à répondre parce que j'ai eu beaucoup d'amis français du fait des études que j'ai fais et j'aimais bien la France d'ailleurs. La France pour moi c'était toujours un pays de rêve. Mais j'ai fréquenté surtout les Russes et les Russes ne pouvaient pas se considérer à cette époque-là tout au moins comme des gens qui étaient assimilés aux Français. Il y avait ici plein de médecins russes, la colonie russe allait plutôt dans les boulangeries russes, dans les boucheries russes, chez les médecins russes. Il y avait même un hôpital russe. Ils n'allaient pas, ils ne se mêlaient pas beaucoup avec les Français. Vous fréquentiez aussi la communauté juive? Comment? Vous fréquentiez aussi la communauté juive? Mais bien sûr. Mais pour moi, ce n'était pas un problème. J'ai toujours jugé les gens, non pas d'après leur religion, mais d'après ce qu'ils ont dans la tête. Alors comment avez-vous vécu le moment de la déclaration de la guerre? C'est très simple, j'ai été mobilisé. J'ai travaillé à cette époque-là dans une usine d'aviation chez Niepor, à Issy-les-Moulineaux. Nous avons habité à La Courneuve. Depuis mon mariage, je vous ai dit que je me suis embourgeoisé. Nous avons acheté une petite voiture, une petite merveille qui s'appelait Licorne. Une voiture qui avait le premier prix d'élégance, je crois, au Bois de Boulogne en 1935. On a acheté ça pour pas grand-chose. Et puis, on a commencé à mener une vie normale de bourgeois français, quoi. Et puis, quand la guerre est arrivée, je suis parti à la guerre. Et par ma spécialité, j'ai fait mon service militaire dans un régiment de génie, un régiment de sapeurs-mineurs. Et j'ai été envoyé donc à la frontière, parce que c'était pas la guerre à cette époque-là, c'était la drôle de guerre. Et les Allemands ne tiraient pas sur nous, on avait une interdiction de tirer sur les Allemands, en cas où on n'est pas provoqué. Et mon boulot, c'était de faire sauter le château d'eau. Parce qu'à cette époque-là, dans toutes les gares, il y avait des châteaux d'eau pour que les locomotives pouvaient s'approvisionner en vapeur, en l'eau. Alors, je fais ça en France, je fais ça à Sarreguemines, je fais ça à Forbach, un peu partout. Et puis, au début de la guerre, les Allemands ont reculé leurs troupes jusqu'à la ligne Siegfried.
Donc, nous savons pas, les Allemands ont laissé tout intact. Et j'ai continué mon métier, c'est-à-dire que j'ai continué à faire sauter le château d'eau du côté allemand. Mais c'était plus dangereux parce que ils ont miné en partant. Et quand les tirailleurs sénégalais sont rentrés, quand ils ouvraient la porte d'une maison, la maison sautait. Donc il fallait prendre des précautions. Et nous, on ne rentrait jamais dans une maison autrement qu'en attachant une corde à la poignée, et puis on se mettait à 20 mètres derrière, couché, on tirait la corde, et puis si la maison était minée, alors tout sautait, s'il n'était pas miné, on pouvait rentrer. La même chose pour le portrait d'Adolphe. Il y avait le portrait d'Adolphe qui souvent était miné. Alors la première chose qu'on faisait, c'est enlever le portrait d'Adolphe par la même méthode. On mettait une corde autour, on se mettait à 30 mètres derrière, toc, on tirait la corde, et puis si le portrait était miné, tout sautait. Mais il y a un détail là que je peux vous donner. Un jour, nous sommes allés faire sauter le château d'eau dans l'île où il y avait la propriété de... Il y avait une sucrerie Bloch. Voilà, sur l'île. Et alors, nous étions une vingtaine. On nous a donné à chacun 2 chargeurs et on nous a interdit de tirer sur les Allemands si les Allemands n'étaient pas sur nous. On est parti vers 10 heures du soir, déjà la nuit. On arrive et en même temps, les Allemands sont arrivés aussi, de l'autre côté de la rivière. Les Allemands nous ont vus, nous on a vu les Allemands n'ont pas tiré sur nous, nous on n'a pas tiré sur eux. Alors on s'est couché en mettant les sentinelles, les Boches ont fait pareil. Et puis, bon, le lendemain matin, nous on est rentrés en France, eux ils sont rentrés en Allemagne. C'était la drôle de guerre. Donc, mais je ne l'ai pas fait longtemps, la drôle de guerre, parce qu'au bout de 3 mois, j'ai été rappelé en affectation spéciale à l'usine. L'usine avait besoin de moi. Alors, un jour, j'ai été appelé par le capitaine qui m'a dit que vous pouvez partir. Ils m'ont rendu mes effets civils. Ils m'ont donné un billet pour entrer dans Paris. Je suis rentré à Paris. Puis j'ai vu une ville qui vivait comme avant la guerre. donc vous êtes retourné à l'usine? Je suis retourné à l'usine et puis j'ai travaillé jusqu'à l'invasion. Et puis à ce moment-là, notre usine était déplacée à Nantes, qui est tout à fait en dehors, parce que vous savez, à cette époque-là, c'était la géométrie militaire de l'époque de la guerre de 14, parce que Nantes était très très loin des Allemands. Personne n'a pensé qu'un jour les Allemands peuvent rentrer à Nantes. Et alors, ils sont arrivés quand même. Et puis, l'usine a été fermée à ce moment-là, et puis moi je suis rentré à Paris, où j'ai trouvé ma femme et ma fille. Mais j'ai pu le faire parce que j'étais dans la zone déjà qui était occupée par les Allemands. Parce qu'il y avait la zone libre et la zone occupée. Alors pour rentrer de la zone libre en zone occupée, il fallait avoir des papiers qu'on donnait ou on ne donnait pas. Mais comme j'étais dans la zone occupée, il n'y avait pas de problème. J'ai pris le train, je suis sorti à Paris, puis on a habité la Courneuve à ce moment-là. Et au début, l'occupation n'était pas... Nous n'étions pas touchés au début, sauf que il y a eu des événements terribles que vous connaissez. Et la première fois que nous étions touchés directement, c'est quand il y a eu les décrets de Vichy qui faisaient l'état de recensement des Juifs. Alors je ne sais pas si c'était fait en zone libre, mais en zone occupée, ça a été fait et appliqué à la lettre, et on nous a mis le cachet juif sur la carte d'identité. Et c'était tout. Il n'y avait pas d'autres restrictions que cet inconvénient. Et puis je m'en souviens qu'un jour, je suis parti, j'étais au cinéma avec ma femme, et puis après le cinéma, on est sorti vers 10h, 10h30, on est sorti à la Coupole. Et on a habité la Courneuve.
Donc il fallait prendre le métro pour aller jusqu'à la porte de la Villette et là-bas prendre le bus. Et nous avons vu une rangée de flics, des agents de police, qui avançaient et on ne pouvait pas leur échapper parce que si vous commencez à courir, à ce moment-là, ils vous auraient rattrapé. Donc on ne savait pas trop pourquoi. Alors, ils ne cherchaient pas les juifs à ce moment-là, ils cherchaient les terroristes. Alors, j'ai fait voir ma carte d'identité où il y avait le cachet juif, ma femme aussi. Ils nous ont laissé passer, ils n'ont rien fait. Mais on a eu peur. Et ensuite, dans les temps qui ont suivi, comment s'est organisée votre vie? Bah, je suis resté, tout était fermé, moi je ne pouvais plus travailler. Je ne travaillais pas, je ne faisais rien, je me suis occupé de ravitaillement. Votre femme non plus? Ma femme travaillait, elle avait le droit de travailler parce que malgré le décret de Vichy qui interdisait aux professions libérales de travailler, ma femme avait, pendant encore un an, elle avait le droit de travailler parce que j'ai fait une demande d'être considéré comme ancien combattant. Et alors, de ce fait, tant que cette demande a été refusée d'ailleurs, mais du fait qu'il n'y avait pas de décision, ma femme avait la possibilité de travailler. Et moi, j'ai quitté Paris tout de suite après la rafle de Valdif, parce que ça ne donnait rien de bon, mais à ce moment-là, d'après les renseignements que nous avions, qui n'étaient d'ailleurs pas tout à fait justes, il y avait très peu de juifs français qui étaient arrêtés. Il a arrêté surtout les pauvres juifs étrangers qui, par les incidents de la guerre, sont venus sans papier de la Hollande, la Belgique, souvent la Pologne ou ailleurs. Donc ça, à cette époque-là, ça ne nous concernait pas. Donc vous êtes passé en zone libre? Alors je suis passé en zone libre. D'ailleurs, je dois vous dire que nous avons vécu dans un milieu purement français. À La Courneuve, il n'y avait pas de juifs, il y avait très peu de juifs. Et nous avons eu là-bas toute protection de nos amis qui étaient nombreux et qui ont tout fait pour nous aider, aussi bien pour quitter la zone occupée que par la suite. Et puis, ils étaient vraiment chics. Vous parlez là des Français non juifs? Oui, bien sûr. À cette époque-là, ce n'était pas une bonne affaire de se déclarer qu'on était juif. Il ne fallait pas le faire. Donc vous avez été assez aidé? Ah, nous étions très aidés. Si nous avons eu la vie sauve, c'est grâce. D'ailleurs, je crois que tous ceux qui avaient des amis français ont pu servir. Parce qu'il était plus, paraît-il, moi j'ai vécu à Marseille, qui était une ville terrible, il y avait des rafles tous les jours. Hein, mais j'étais protégé par des gens, pardon, j'étais protégé par les gens qui étaient terriblement anti-allemands. Ils n'étaient pas pro-juifs, mais ils protégeaient les juifs parce que les juifs étaient persécutés par les Allemands. Mais en dehors de ça, il y en avait beaucoup qui étaient très sincères dans leurs amitiés. Et alors, je vais vous citer un exemple. Quand je suis venu, quand j'ai traversé la zone, j'avais sur moi ma carte d'identité avec cachet juif, mon livret militaire et mon acte de naturalisation. Alors, je ne vous donne pas le détail comment je l'ai traversé. Il y avait beaucoup de juifs.